Province de Namur, le podcast. Femmes et patrimoine, c'est le thème de cette 33e édition des Journées européennes du patrimoine en Wallonie, avec de très belles choses à découvrir ou à redécouvrir, et notamment à Namur, au Tréma, musée des arts anciens du Namurois. Pour nous en parler, Isabelle Paul, historienne et médiatrice culturelle, dans un musée qui, on peut le dire, Isabelle Paul, est vraiment l'illustration rêvée pour ces Journées européennes. Oui, en effet. Et d'ailleurs, nous, on aime bien dire les journées du matrimoine, puisque le musée des arts anciens Tréma est un musée qui est consacré à des collections médiévales. En fait, au Moyen-Âge, le mot matrimoine n'était pas un néologisme, c'était vraiment un mot qui était employé pour, lors des mariages, l'apport de la femme, l'héritage qu'elle apportait dans l'escarcelle du mariage. Donc voilà. Et donc, ça nous a donné l'occasion, avec cette thématique des journées du matrimoine, de revisiter un peu les collections et notamment aussi le bâtiment dans lequel est abrité le musée pour y voir la contribution précieuse et essentielle, en tout cas, des femmes. Alors, on peut dire qu'effectivement, si un jour ce bâtiment est devenu ce qu'il est, aussi beau qu'il est, c'est parce qu'une femme y a mis la main. Oui, et même deux. Il faut savoir qu'en fait, cet hôtel de maître, qui est quand même resté unique à Namur de nos jours, appartenait depuis le XIIIe siècle à une famille qui s'appelait la famille Gueffier. Et donc, en fait, au XVIIIe siècle, c'est pour la première fois une femme, veuve de Gueffier de Tamison, qui a légué, après avoir fait des travaux d'embellissement pour la première fois pour rendre cet hôtel de maître un peu plus luxueux et lui... Un peu plus au goût du jour aussi. Plus au goût du jour, tout à fait. Elle a contribué vraiment à l'embellissement de ce bâtiment de son vivant, en demandant à un architecte qui était connu à l'époque, un Namurois qui s'appelait Beaulieu, de construire l'avant-corps. Donc il n'y avait pas d'avant-corps, il y avait cette cour qui donnait sur la rue et donc elle lui a demandé pour la première fois de construire des frontispices et l'avant-corps qui était à l'époque, on dit c'était style rococo ou régence. Et quand elle est décédée, en fait, elle avait demandé à son successeur de continuer ses travaux d'embellissement, ce que lui a fait. Et pour la première fois, ce bâtiment arrive dans la famille d'Estroy. Donc maintenant, c'est l'hôtel Gueffier d'Estroy de Tamison, parce qu'on aime bien rendre hommage à cette dame, et qui était un conseiller provincial. C'est étonnant. Donc en 1761, c'est un conseiller provincial avocat qui hérite pour la première fois de ce bâtiment et qui continue les travaux d'embellissement. Et bien plus tard, c'est aussi grâce à l'intervention d'une femme que ce superbe hôtel de maître est devenu un musée, Isabelle. Et pas n'importe quelle femme, en fait. C'était la fille du gouverneur de l'époque, qui avait été gouverneur donc pendant 10 ans, Gueffier d'Estroy. Et à la mort de son époux, elle a décidé de léguer l'hôtel à la province de Namur. Et elle a demandé quand même une exigence dans ce legs, et c'était que cet endroit ait une vocation muséale. Et donc, on était en 1950, et la province, en fait, avec la société archéologique, avait déjà regroupé pas mal d'œuvres, évidemment, depuis 1846, date à laquelle la société archéologique avait été créée. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, donc en 1964, l'hôtel est devenu un musée avec les collections de la société archéologique qui recouvraient en fait les collections du musée Robs. Donc nous avions le musée Robs au musée des Arts Anciens. Alors aujourd'hui, le musée Robs est un musée à part entière que l'on retrouve dans le vieux Namur. Et puis, bien, le musée des Arts Anciens a suivi sa propre vie également. Oui, donc il a continué à développer ce qu'il y avait déjà à la base de très précieux, c'est-à-dire les tableaux du peintre dinantais Henri Blaise, bouvinois plutôt. Donc on se targue d'être l'endroit au monde où on regroupe le plus de tableaux de Henri Blaise. Henri Blaise qui maintenant, pour la petite anecdote, commence à avoir une cote dans le marché de l'art qui est égale à celle de Bruegel l'Ancien. Mais il n'y a pas qu'Henri Blaise, il y a aussi d'autres
belles choses à découvrir dans ce musée. Oui, donc il y a le trésor du Godwany, qui est la 7e merveille de Belgique, qui est absolument fabuleux de par la fabrique de ce trésor, mais aussi de par sa conservation, puisque il a vécu, il a connu pas mal de tumultes qui auraient fait qu'un jour il puisse disparaître, mais non, voilà, il est chez nous. Alors, grosso modo, on parle d'art ancien, mais art ancien, ça concerne quelle période pour le musée en fait? Mais nous, c'est le Moyen-Âge et les temps modernes. Et c'est aussi des choses qui nous viennent du Moyen-Âge que vous allez nous proposer dans le cadre de ces journées du matrimoine. Ben oui, tout à fait. Donc, on va repartir donc sur notamment la personnalité de 2 femmes qui étrangement étaient des femmes très modernes et qui nous ont transmis finalement des témoignages très importants sur les mentalités de l'époque. Alors on vient d'en parler du trésor du Godwany. Il n'aurait pas été construit ou constitué si il n'y avait pas eu l'intervention inspirante de la fameuse Marie Douany, c'est ça? Tout à fait, Marie Douany. Donc, XIIIe siècle, une femme extrêmement mystérieuse, au caractère bien trempé. Et donc, en fait, elle fait partie de ces premières femmes qu'on appelle les saintes femmes. Donc en fait, c'était convenu dans la société de l'époque. C'est des femmes qui étaient mariées, qui ont été mariées très jeunes et qui décidaient tout d'un coup, pour plein de raisons. Nous, on croit comprendre qu'elle avait été mariée à un monsieur qui, qui était un peu diminué mentalement, et donc elle décidait, même mariée ou veuve, de quitter la vie normale et de vie spirituelle et intellectuelle, et donc elles allaient dans des proto-béguinages, donc c'était pas encore les béguinages comme on peut les voir après, mais c'était des endroits où il était convenu, la société validait ça, qu'elle vienne avec 2-3 petites affaires et qu'elle y passe le restant de sa vie à avoir une vie de prière et de spiritualité. Alors on va noter au passage déjà que le béguinage sera au centre, en tout cas en partie, d'une conférence dînatoire qui aura lieu le dimanche 12 septembre avec Apolline Vranken, qui est une spécialiste à la matière. Mais on va en revenir à Marie Douany quand même, puisque c'est elle qui nous intéresse. Comment a-t-elle à un certain moment inspiré la création de ce trésor? Donc Marie Douany, avant d'arriver à Ouani, est d'abord passée par Nivelles, par un béguinage de Nivelles, et il se fait qu'elle aurait réalisé des miracles, et donc elle a commencé à avoir une réputation qui a dépassé un peu nos frontières, et à tel point qu'en fait il y avait énormément de curieux et de pèlerins qui voulaient la rencontrer. Et donc elle, un peu exaspérée, elle a décidé de changer de lieu, et on la retrouve donc à Ouani vers 1207. Et elle continue, de par sa personnalité exaltée, à attirer beaucoup de monde, dont un théologien parisien qui veut absolument la rencontrer. Donc il arrête ses études de théologie, il s'appelle Jacques de Vitry, et il vient rencontrer Marie Douany. Alors l'histoire policée, dit qu'il a pour elle, il a ressenti une exaltation mystique. Il devient son confident, donc on appelle ça un hagiographe, puisqu'elle va devenir sainte par la suite. Il écrit l'histoire de Marie, il devient sa confidente, et puis elle lui dit qu'il doit reprendre ses études, et puis lui va faire quand même une carrière assez importante, puisqu'il va être évêque à Saint-Jean d'Acre, et après cardinal à Rome. Et quand il est évêque à Saint-Jean d'Acre, Marie Douany décède, et en hommage à cette femme qui l'a complètement subjuguée, il fait parvenir, puisque Saint-Jean d'Acre se trouve dans le royaume l'ancien royaume de Jérusalem, et au carrefour des passages des marchés du Moyen-Orient, et donc il se trouve en possession d'énormément de pierres précieuses qu'il envoie à Ouani, et il demande en son hommage de créer ce trésor.
Et ce trésor, il est composé de quoi? Combien de pièces? Quelles sont les pièces les plus belles? Donc il y a 33 pièces. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce trésor à la base devait en contenir 35. Il y en a juste 2 qui manquent. Le grand orfèvre de ce trésor, c'est Ugo Douani. On ignore où il a acquis une formation d'orfèvre. Ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que il a lui-même, donc il y a la pièce maîtresse, vous venez de me demander, c'est sans doute le plat de l'évangéliaire qu'il a créé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, les artistes ne signaient pas leurs œuvres. Et sur le plat de l'évangéliaire, il a constitué une nielle. Donc les nielles, c'était vraiment sa marque de fabrique à lui. Donc c'est de l'incrustation des mots noirs qui ressortent en relief. Il s'est représenté dans une de ses nielles et il a également écrit, donc il l'a signé, Hugo, ce qui est formidable, et il a également écrit une phrase en latin tout autour de ce plat de l'évangéliaire où il dit « moi je suis venu à Wany pour prier, mais on m'a demandé de travailler ». C'est très moderne. Alors, on a parlé du destin fantastique de Marie Douani, on va parler d'une autre grande dame. À présent... Et oui, Jeanne d'Harcourt, 14e siècle, cette fois-ci. C'était l'épouse d'un comte de Namur. La deuxième épouse donc, comte de Namur. Et Jeanne d'Harcourt a profité d'une autorisation qui était validée par l'ensemble de la société pour se permettre de vivre des amours un peu illicites avec d'autres gens qui la sollicitaient. Vous nous parlez d'adultère. On ne sait pas parce que en fait c'est plus le terme générique, c'est amour courtois, et normalement, moralement, dans l'amour courtois, il n'y a pas l'adultère. Disons qu'il y a toute la phase de séduction. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous a laissé, cette dame? Elle a laissé un objet qui est fabuleux parce que tout le monde nous l'envie. Donc c'est des tablettes d'ivoire. Donc, qui sont sculptées avec sur donc leur face extérieure des représentations de l'amour courtois. Et non seulement, il y en a 3 dans le monde, mais nous avons en plus le stylet et l'étui de ces tablettes d'ivoire. Et ça, c'est vraiment unique au monde. Alors, sur les tablettes d'ivoire, en fait, il y avait... on coulait de l'encre rouge et elle pouvait écrire tous ses secrets. Évidemment, le temps a effacé cette encre rouge. Et alors, ce qui est un peu... immoral, entre guillemets, c'est qu'elle a légué ces tablettes au diocèse de Namur, qui n'a pas su quoi en faire et qui, au moment de la création du musée, l'a déposé dans les mains du musée des Arts Anciens. C'est un réel trésor dont on parle, puisque, vous l'avez dit, il y a 3 exemplaires à travers le monde, dont un au Louvre. J'ai vu que la tablette du musée namurois était d'une qualité nettement supérieure à celle du Louvre, donc c'est quand même quelque chose à ne pas manquer. Non seulement la qualité de réalisation, mais aussi les personnages, en tout cas les illustrations qui sont sur cette tablette d'ivoire et qui évoquent vraiment l'amour courtois. Je ne sais pas si on peut parler de l'amour courtois, qui était en fait une période où il y a vraiment eu une volonté d'émancipation des femmes avec l'entremise, l'aide en tout cas d'une certaine catégorie d'hommes. Ils étaient bien nantis, mais c'était pas les hommes qui avaient le pouvoir dans la société et qui trouvaient qu'il fallait un peu renverser l'ordre des choses et qu'ils avaient aussi le droit de conquérir ce genre de femmes comme Jeanne d'Harcourt. Ce que je voulais expliquer, c'est que sur les tablettes, en fait, par rapport à l'amour courtois, c'était donc une période où l'élégance masculine, le côté charmant, poli, éduqué, était mis en valeur par les femmes de l'époque qui s'autorisaient à entretenir des relations de séduction ou amoureuses avec d'autres prétendant que leur mari. Et donc, il y a même à l'époque, toujours au XIVe siècle, un monsieur qui était juriste, tellement c'était répandu, ce phénomène d'amour courtois, qui a écrit une théorie qui s'appelle Des Amours sur les 7 grands principes de l'amour courtois. Un espèce de cadre dans lequel ces femmes et ces prétendants évoluaient. Et donc, en fait,
Les hommes proposent, la femme dispose. Ah non, justement. Alors c'est ça qui est merveilleux et qui est hyper moderne et qui, je pense, pourrait nous servir encore aujourd'hui actuellement, surtout dans les temps un peu rétrogrades que l'on vit dans l'égalité des hommes et des femmes. Le premier principe de l'amour courtois, c'était le consentement. Et donc, c'est formidable. Je veux dire, c'était vraiment le respect, le consentement, toujours que deux personnes. Voilà, c'était des principes de haute moralité et on disait, on l'a pas très bien compris, souvent on disait que c'était la noblesse de courtoisie, mais en fait c'était pas la noblesse, la classe sociale, c'était vraiment la noblesse des valeurs de courtoisie. Et franchement, je trouve, même s'il est un peu compliqué à lire, que ce livre pourrait ressortir une fois de temps en temps de Monsieur Le Chapelier. Alors, cette tablette, on va revenir dessus. On y voit un homme agenouillé devant sa dame. Tout à fait. Et donc, au début, on pensait que c'était un peu un rapport dominant-dominé, et en fait, c'est absolument pas ça du tout. Il est à genoux comme un vassal était à genoux devant son suzerain. Donc, c'est un hommage vassalique. Donc c'est un hommage de respect, c'est un hommage de protection. C'est ça qui est extraordinaire dans cette période, c'est que les femmes des souverains qui n'avaient pas par définition le pouvoir ont recréé ce rapport hiérarchique avec leurs prétendants. Et donc c'est un hommage vassalique. Tout simplement en ces temps féodaux d'un amoureux éperdu pour sa dame. Alors on va faire un saut dans le temps et revenir bien en arrière au VIe siècle et faire la connaissance d'une autre femme exceptionnelle qui s'appelait Radegonde. Qui est cette Radegonde ? Donc Radegonde est la reine Radegonde, donc épouse du mérovingien Clotaire Ier. Le fils de Clovis. Tout à fait. Donc à la base, Radegonde et son frère ont été faits captifs lors d'une guerre menée par les mérovingiens et Clotaire est tombé amoureux de cette dame et l'a épousée. Et elle a supporté énormément de choses jusqu'à l'assassinat par son propre mari de son frère. Et donc là, elle a décidé, aussi une femme extrêmement moderne, de quitter son mari. Qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là ? Eh bien, donc toujours la même issue, la même fuite possible, mais aller vivre dans un proto-béguinage qui n'existait pas en fait. Et donc, elle est... c'est elle qui va le créer. Elle va le créer à Poitiers. Et donc, elle va faire des recherches et elle va entendre, parce que c'était vraiment le tout début des béguinages, des monastères pour femmes, elle va entendre qu'à Arles, il y a un tout premier béguinage qui a été créé sous la règle de Saint-Césaire. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, donc ces femmes, ces ordres religieux, évidemment, devaient suivre une règle. Il n'existait pas de règle monacale pour les femmes. Et donc, elles sont un peu copiées la règle de Saint-Benoît, qui était moins difficile à suivre, moins sévère dans le style de vie qu'on imposait aux femmes. Et donc, elle va revenir avec cette règle de Saint-Césaire et créer son monastère à Poitiers. Et elle va pouvoir vivre en paix là-bas ? Elle va pouvoir vivre en paix, donc elle va tout de suite amener pas mal d'autres femmes, dont une Sainte Agnès. C'est important pour l'histoire parce que elle et Sainte Agnès vont faire des choses assez extraordinaires et vont avoir une réputation, un aura, qui va faire venir le tout premier poète lyrique que l'histoire de la littérature connaisse. Il s'appelait Fortuna. Et Fortuna va de nouveau, la même histoire que Marie de Vany, être absolument subjuguée par ces deux femmes, mais va concentrer son inspiration et ses textes pour séduire Radegonde. Donc voilà, c'est la toute première inspiratrice de l'amour courtois et le tout premier poète lyrique amour courtois. Et voilà donc, la boucle est bouclée, le destin de 3 femmes extraordinaires à retrouver au Tréma Musée des Arts Anciens du Namurois. C'est 11 et 12 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en Wallonie. Isabelle Paul, on rappelle que ces activités, dans le cadre de ces Journées du patrimoine, c'est sur réservation. Oui, réservation pour les visites guidées le samedi
et le dimanche. Et pour le dimanche midi, la conférence dînatoire aussi sur réservation. Alors, pour plus de facilité, vous pouvez aller sur le site du Tréma Musée des Arts Anciens, donc muséedesartsanciens.be. Et là, vous trouverez le lien dans l'agenda pour vous inscrire aux différentes activités proposées. Voilà le plein de découvertes à faire. Excellente journée du patrimoine. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.